Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 10 février 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission en ce magnifique lundi après-midi, lendemain du Super Bowl 59 qui mettait en vedette les Chiefs de Kansas City contre les Eagles de Philadelphie. La triple menace, bien sûr, présentée par le même trio qu'à l'habitude. Félix Forget, Pierre-Olivier Poulain et moi-même, Emilio Constanza, à l'animation pour discuter d'actualités sportives, mais surtout, les gars, de ce Super Bowl qui a vu finalement les Chiefs être vaincus. Alors, le three-peat va attendre. Avant qu'on plonge là-dedans, les gars, avez-vous passé une belle soirée? Oui, ben en tout cas, plus belle soirée que les Chiefs. Là. Je pense que c'était pas très difficile à ce niveau-là. Mais ouais, parce que Mino, t'as dit qu'il y avait deux équipes hier. T'as dit les Eagles et les Chiefs. Moi, j'ai pas vu les Chiefs hier. J'ai pas mal vu juste une équipe sur le terrain. Là, fait que... êtes-vous sûr que c'était Carson Wentz qui était pas en arrière partant hier? Il y avait un gars avec le numéro 15, mais moi, d'après moi, c'était Carson Wentz qui startait hier soir. Ah, ça se peut. C'est vraiment pas impossible. Non, définitivement. Mais avant quoi que ce soit, on a quand même un message très spécial de la part de Producer Ali à savoir comment il se sentait par rapport à ce match. Spagnuolo a été incroyable toute l'année, mais hier, il n'a absolument rien fait. Il n'a pas été capable de quoi que ce soit, contrairement à ce qu'il a déjà fait dans le passé. Est-ce que c'est juste une histoire de la ligne défensive a été moins bonne que la ligne offensive des Eagles? Peut-être. Est-ce que c'est que les Eagles ont réussi à trouver la faiblesse dans la tertiaire des Chiefs? J'ai l'impression que c'est plus là le problème, le plus gros du problème, disons. C'est sur cette analyse qu'on a quand même une petite idée de qu'est-ce qui s'est passé durant ce match. D'entrée de jeu, on connaît quand même le score, 40-22, malgré que ça a été des points, on va dire, de calories vides pour les Chiefs en fin de match. Ce que je disais au party que j'étais, c'est quelque part, peut-être que Peyton Manning souriait. Peut-être que Peyton Manning était à quelque part en train d'espérer que finalement ça soit la plus grosse dégelée du Super Bowl. Finalement, ça va devoir attendre. Mais le peu, je m'étais posé la question quand c'était 48 à un moment donné. Est-ce que c'est vraiment la pire dégelée de l'histoire du Super Bowl ou quand les Broncos sont fait massacrer par les Seahawks? Les Seahawks. Ça allait être ça. Mais en même temps, je me suis rappelé que le show Bruno Mars avec Red Hot Chili Peppers était quand même fucking fire. Fait que ça a été des points qui rattrapaient. Fait qu'hier soir, ça aurait pu être le plus gros L que j'ai vu de ma vie au Super Bowl. Ah. Ouais, c'était pas chic. Puis, tu sais, 40-22, le 22 est traite. Il y a deux touchés en fin de match qui servaient à rien. C'est des points. On parle souvent du garbage time. Là, c'était ça qu'on a vu hier. Là. Puis, c'est ça, revenir un peu à ce que Lee disait. C'était vraiment fascinant de voir comment les Eagles ont dominé des deux côtés du terrain. Puis, à plate couture, tu sais, autant la défensive des Chiefs était pas là, puis c'était assez particulier parce qu'on n'a pas vu la défense des Chiefs être aussi malmenée depuis le début de la saison. L'attaque des Chiefs, Patrick Mahomes a eu, je pense, un de ses pires matchs en carrière, sinon son pire match en carrière hier. Puis là, la ligne de stats était un peu mensongère parce qu'il y a eu des points qui ont été marqués en fin de match. Puis, tu sais, le long touché avec Xavier Worley en fin de match, ça biaise beaucoup les stats. Là. C'était contre les backups des Eagles. Là. Mais... Écoute, la défensive des Eagles hier en fin de match voulait juste laisser les Chiefs gagner, reprendre le ballon et couler le temps pour s'en aller à la maison. Là, à la demi, là, la première demi était quand même représentative. Là. Les Eagles avaient 24 points, les Chiefs avaient 23 verges. Je pense que ça démontre bien à quel point c'était une domination totale. Puis tu sais, moi, je suis pas particulièrement surpris que les Eagles aient gagné. Tu sais, je pensais que les Chiefs allaient gagner, mais je voyais un monde dans lequel les Eagles gagnaient ce match-là. Sérieusement, j'aurais jamais pensé à une varlope de même. Et écoute, sur ce podcast-là, j'ai souvent dit assez clairement que je ne suis pas un grand fan de Jalen Hurts et de Nick Sirianni. Aujourd'hui, tu vois,
J'accepte que je me suis complètement trompé. Puis hier, ces deux gars-là ont affronté Andy Reid et Patrick Mahomes. Et ben, Nick Sirianni et Jalen Hurts ont eu le meilleur et ont complètement dominé ce duo-là à Kansas City. Écoute, lancez-moi des tomates si vous voulez. Je reste pas un énorme fan de ces deux gars-là, mais aujourd'hui, on peut pas leur enlever rien par rapport à ce qu'ils ont fait hier. C'est une victoire dominante des Eagles. Puis bravo à ces gars-là. Je dirais plus qu'on leur doit des excuses. Surtout sur Jalen Hurts. Toute la saison, man. Les deux équipes, on les a bâchées tout au long de la saison. Les Eagles, surtout. Et Jalen Hurts, où on se disait, ça va passer par le jeu à course. Puis, on parlait aussi de Steve Spagnuolo. Tu sais, à mon party, je suis comme, hey, écoutez, tu sais, je m'attends à ce que si on tombe en troisième essai, regardez le blitz qui va se faire. Ça a peut-être fonctionné une fois en début de match, mais après ça, ça a été totalement inefficace. Jalen Hurts, on l'a forcé à devoir lancer le ballon et il a répondu. Il a lancé 22 fois, 17 de ses 22 passes ont connecté. Puis ça a été un match vraiment là, juste très correct pour Saquon Barkley. Je veux dire, ils ont tenu le ballon, il a amassé 57 verges, puis that's it, mais ils l'ont forcé à être un passeur et il a répondu de la meilleure manière possible en leur donnant une Christie de leçon de football. Ben pas, mettons, là, tu obtiens le script. Là. Avant le début du match, tu es un fan des Chiefs, tu obtiens le script. Tu regardes, Saquon Barkley a 57 verges durant toute la partie. Il y a 97. Je pense que c'est 25 courses pour 97. 57 par la course. OK, c'est ça. 57 par la course. Puis tu te dis, hey, easy, on a fait la plus grosse job qu'on pouvait faire. On gagne ce match-là. À la demi, on perd par 24 points. Tu es absolument renversé. Mais moi, la stats que moi j'ai retenue, puis ça, c'est merci à Next Gen Stats sur Twitter qui l'a sorti hier soir. Les Eagles sont devenus la 4e défense depuis que Next Gen Stats est arrivé en 2014. La 4e à avoir fait 0 blitz durant toute la rencontre. Pas une ou deux. 0 blitz. Je pense qu'on parle de... Puis tu sais ce que ça a fait à la fin? 16 pressions sur Patrick Mahomes, 6 sacs du corps, puis un échappé qui a été recouvert par les Eagles. Puis tu n'as même pas eu besoin de blitz une fois dans toute la soirée. Et par-dessus tout, tu n'as pas eu à... Comment je pourrais dire ça? Patrick Mahomes n'a jamais pu courir comme il le faisait d'habitude. On peut justement peut-être pointer au fait que les Eagles n'aient pas tant blitzé de ça, puis que Patrick Mahomes n'avait pas nécessairement tant de place où aller, parce que là, ben parfait. Si ça ne blitze pas, on reste un peu en retrait. S'il fait juste passer la ligne d'engagement, c'est terminé, il n'avancerait pas. Même les fameux jeux que Patrick Mahomes est reconnu pour, où il va étendre le jeu de 5 à 10 secondes pour un jeu un peu bullshit. C'est arrivé une fois où il a juste varlopé à Travis Kelce pour ça. C'est arrivé une fois dans le match. On ne l'a pas laissé faire ce qui fait de lui un excellent joueur de football, qui est d'improviser des jeux quand il n'y a rien qui fonctionne. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui fonctionnait. Puis, les plus grands haters aussi vont se réjouir du fait que il n'y avait peut-être pas un arbitrage un peu favorable à l'endroit des Chiefs. Au-delà de ça, là, vraiment, chaque seconde, on les a appréciés. Moi, j'ai apprécié parce que, moi, j'ai jamais compris durant toutes les 2 semaines après les finales de conférence de pourquoi, tout le monde détestait voir les Eagles se rendre au Super Bowl. Cette équipe-là est vraiment le fun à voir. Défensivement, le jeu au sol. OK, est-ce que Jalen Hurts est le corps le plus fun à regarder? Non. Est-ce que le touche-push est un peu une gimmick un peu? OK, je peux comprendre un peu. Est-ce que Philadelphie tient ça aussi un peu de sa réputation de fan un peu agressif, rough un peu? OK. Mais cette équipe-là va être bonne longtemps. Longtemps. Ouais. Les morceaux qui sont en place, je veux dire, Saquon est encore juste à 28 ans. Selon la tertiaire hier soir. Avant de parler, puis c'est aussi justement une défensive jeune, mais cette attaque de
Jalen Hurts qui a seulement 26 ans, Saquon qui a eu 28 hier. Bon, selon la science, il devrait avoir encore 3 excellentes saisons, mais bon, on verra ce qui se passe avec ça. Groupe de receveurs encore relativement jeune, ou du moins qui est encore dans ses bonnes années, notamment avec AJ Brown. Félix, je te regarde avec ça. Je peux-tu t'avancer sur AJ Brown avant? Il y a quelque chose quand même qui est assez... AJ Brown a gagné un Super Bowl dans sa carrière avec les Eagles. Treylon Burks, qui est le joueur qu'on a acquis avec le choix qu'on a eu pour AJ Brown chez les Titans, a un touché en carrière. Donc, AJ Brown a autant de victoires du Super Bowl que Treylon Burks a de touchés en carrière. Si vous voulez une raison pour expliquer la déchéance des Titans depuis 3 ans, je pense que cette stat-là, elle explique bien pourquoi ça va aussi mal que ça. Cette transaction-là, je l'ai détestée le jour 1, je la déteste depuis, et mon Dieu, que hier, ça m'a fait chier. Ça m'a vraiment fait chier. J'étais content pour Saquon, j'étais content pour cette défensive-là des Eagles, mais fuck, man! Mais bref, fait Saquon qui, oui, il a eu 28 ans hier, mais c'était aussi l'anniversaire de Cooper DeJean, joueur recru en défensive, qui est aussi retourneur sur les bottées de dégagement. Que peux-tu demander demain pour ton anniversaire qu'un pick six, puis en plus une victoire du Super Bowl? Je pense, les gars, quand on a vu Cooper DeJean avoir son interception et après ça aller la rapporter pour un toucher, on s'est dit, ouf, je pense que c'est terminé. J'avais pas envie de dire que c'était terminé parce que on a vu de notre vivant un 27-3 par Tom Brady. 28-3 même, effectivement. Puis, il faut rappeler aussi que le dernier pick six qu'il y a eu au Super Bowl, c'était aussi ce match-là entre les Falcons et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de cette fameuse remontée-là. Fait que moi, je regardais l'écart de 24 points, puis j'étais genre... Il y avait un petit 5% de moi qui était genre, c'est pas fini. Non, c'est pas vrai que ça va commencer de même. Mais Mio touche un point. D'après moi, la rencontre s'est jouée. En fait, certainement, la rencontre s'est jouée sur les 2 interceptions back-to-back de Patrick Mahomes sur les 2 séquences. Yep. Mais Cooper DeJean, qui fait l'interception, sa première en carrière, soit dit en passant, retourne ça pour un pick six. Ça, on dirait que ça l'a comme tué tout ce qu'il y avait de partisans des Chiefs pour le reste de la soirée. Puis, je veux vous lancer juste une observation. Combien de fois vous avez vu Taylor Swift hier soir? Je les ai comptés 2 fois. Ils ont compté. Même moi, je savais pas. Pour vrai, moi, j'ai peut-être manqué, dans toute la game, j'ai peut-être manqué la première drive des Chiefs et le premier toucher des Eagles parce que je faisais de la route en Jonquière et Chicoutimi. Puis j'ai vu tout le reste, j'ai pas vu Taylor Swift une seule fois. Non. J'ai vu 2 fois, genre quand le match est réellement commencé. Là. La prédiction qu'on avait faite avec des amis, c'est combien de fois justement est-ce qu'on va l'avoir? Moi, j'avais dit, tu sais quoi? 4 fois, on va l'avoir. Mais je pense, en tout cas, je me suis retourné, je suis allé m'en ouvrir une frette, je suis allé me prendre de quoi manger, je vais faire un petit tour à la salle de bain. Ça se peut que j'ai manqué une fois ou 2 qui a passé, mais moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'était 2 fois. En deuxième demi, tu sais, peut-être. Je pense pas. En fait, je pense pas l'avoir vu en deuxième demi. Non, le match était tellement over. Le match était tellement over que les opérateurs de caméra n'ont même pas foutu de montrer Taylor Swift au moins une fois. Mais ils ont montré Anne Hathaway, par exemple. En même temps, Travis Kelce est tellement un mauvais match. Aussi. Ouais, mais c'est ça. Quand justement, c'était la fameuse passe à Mahomes qui l'a juste vargé puis il l'a reçu. Je suis comme, hey, c'était sa première réception du match. Ouais. Oh, oui. C'était pas chic. C'était vraiment pas chic. Puis, écoute, là, la question qui va faire réagir, c'est est-ce que Kelce va prendre sa retraite et tout. Hier, a donné une petite entrevue dans le vestiaire et tout, mais n'a pas parlé aux médias à proprement parler. Est-ce que c'était le dernier match en carrière de Travis Kelce? Si oui, c'est une fin assez triste. Là, c'était vraiment pas un grand match, puis perdre comme ça un Super Bowl où est-ce qu'il mange quand même une bonne varlope. Je sais pas si c'est le dernier match de Kelce et tout, mais une chose qui est sûre, par exemple, c'est oui, on parle beaucoup de la ligne offensive des Chiefs, puis oui, il va falloir la revamper, surtout qu'on va perdre Trey Smith, ça va être un gros problème pour les Chiefs, mais l'autre problème chez les Chiefs en ce moment, hier, on s'est vraiment ennuyé de Rashee Rice, parce que les Chiefs ont un énorme problème avec ce groupe de receveurs-là sans Rashee Rice.
on n'avait aucun gars qui était capable de gagner, de lécher de séparation à la ligne de mêlée. On était absolument incapable d'en avoir. Fait que là, ça faisait en sorte que tu avais Xavier Worthy et Hollywood Brown qui sont bons comme étant des tracés profonds, fait qu'ils ont besoin d'un petit peu de temps pour se démarquer. Habituellement, tu essaies d'avoir un Travis Kelce qui est disponible pour des lancers plus courts ou des Juju Smith-Schuster, DeAndre Hopkins. Ces gars-là se sont pas levés hier. Fait que c'était très difficile pour Mahomes qui avait une demi-seconde pour lancer le ballon. Fait que là, OK, Rashee Rice revient peut-être d'un, dans quel état de sa blessure, de deux, il va peut-être être suspendu. C'est quoi l'option pour les Chiefs? Puis c'est drôle parce qu'on parlait avec Producer Ali hier, puis on lui a parlé de Cooper Kupp, évidemment, parce que c'est un nom qui fait réagir. Et Cooper Kupp, à ce stade de sa carrière, n'est plus un gars qui est capable d'aller chercher cette séparation-là. Fait que je ne sais pas c'est quoi la solution pour les Chiefs, parce que je pense que ta priorité numéro 1 reste d'aller chercher des receveurs capables d'aller chercher de la séparation, mais en fait, ta priorité numéro 1, c'est d'améliorer ta ligne, mais ça te prend aussi des gars qui sont capables d'aller chercher de la séparation, parce que oui, ta défense, c'était inquiétant hier, puis surtout Chris Jones, est-ce que Chris Jones a encore du millage dans le corps? Mais l'attaque était vraiment inquiétante hier. Puis oui, Mahomes et Andy Reid vont finir par se relever de ça, je pense, mais en ce moment, on a des problèmes de personnel offensif chez les Chiefs. Il va falloir régler ça parce que Mahomes et Reid, ça peut nous amener à quelque part, mais jusqu'où ça peut nous amener juste ces deux-là. Les deux moments les plus marquants pour les receveurs dans ce match-là, c'était de 1, l'échappée de DeAndre Hopkins. Oh man. Puis Chris Jones, comment il s'est écroulé au sol. Là. Oh my God. On dirait, moi, quand les Lakers sont allés chercher Luka Doncic, je me suis juste écroulé à terre. Puis le deuxième moment que j'ai raté, tu as parlé de la légende des Steelers, Juju Smith-Schuster, by the way. Le seul jeu que je l'ai vu faire, c'est pogner une pénalité pour avoir gelé un défenseur. Ouais. Oui, c'était pas. Il n'y en avait pas de besoin en plus à ce moment-là, les Chiefs. Non, donc, je pense que le match était déjà officieusement terminé. Ouais, mais DeAndre Hopkins, c'était tellement un gros jeu parce que ça leur été un premier essai qui aurait permis. En fait, ça aurait été un premier essai qui potentiellement aurait pu ramasser des points, puis finalement, c'était. Je ne sais plus si c'était en troisième ou en quatrième essai, mais bref, il n'y avait aucune manière maintenant d'aller marquer des points suite à ça. Maintenant, on a beaucoup dressé une espèce de comparaison entre les Chiefs et les Patriotes qu'on a connus. À quel point, finalement, les Patriotes, on les détestait pas tant. On les testait autant, les Patriotes, qu'on a eu les Chiefs. Aujourd'hui, c'est juste la nostalgie, tu sais, mais... Recency bias is a hell of a drug. Oui. Vraiment. Là, la grosse question, c'est est-ce que Patrick Mahomes et Andy Reid, ils sont en train de rentrer dans leur ère post-2006 des Patriotes jusqu'à genre 2014 où ça va prendre un petit bout avant de les revoir là? Ça se peut. Puis surtout, là, il va falloir se réinventer un petit peu parce que, tranquillement, le noyau qu'on avait dans ces années-là avec des Kelsey, des Tyreek qui est déjà parti depuis quelques années, puis Chris Jones, c'est des gars qui prennent de l'âge, qui vieillissent un peu. Là, il va falloir se réinventer si on est les Chiefs. Puis Andy Reid n'est pas jeune non plus, Steve Spagnuolo non plus. Est-ce qu'ils vont être là pendant encore 10-15 ans? Probablement pas. Fait que là, si t'es les Chiefs, il va falloir trouver des solutions. Parce que là, la Ligue t'a rattrapé un petit peu. Tu avais une bonne avance sur tout le monde. Puis l'année passée, on voyait déjà un petit peu des signes que cette attaque-là peut-être commençait à avoir un petit peu de difficulté. Cette année, on a pris comme une autre petite coche en bas. Ça va prendre des... Là, le DG des Chiefs, Brett Veach, a du gros travail à faire. Parce que là, c'est pas pire, mais ça peut t'amener loin. 3 Super Bowls de suite. Sérieusement, tu peux pas vraiment demander mieux. Tu en as gagné 2, tu étais à 3 Super Bowls. T'en avais 3 en 4 ans, maintenant 3 en 5 dernières années, donc 4 présences. C'est énorme. Juste ça, là, c'est énorme. Il faut donner du respect juste pour ça. Là, mais là, les Chiefs ont de la job à faire. Est-ce que les Bills vont avoir leur chance l'année prochaine? Est-ce que les Ravens... l'AFC est tellement bonne. Puis je pense qu'on l'a vu, mais peut-être qu'en ce moment, la NFC est meilleure. Parce que là, tu regardes les Eagles qui ont tellement torché les Chiefs hier. Puis tu regardes les Rams qui ont peut-être été l'équipe qui a la meilleure opposition aux Eagles pendant ces séries-là. Les Lions restent une bonne équipe. Les Commanders sont là. Il y a beaucoup de compétition au sommet. Là. Puis les Chiefs vont devoir garder la tête hors de l'eau. Mahomes va prendre de l'âge. Il n'est pas encore vieux, Mahomes, mais tranquillement, va gagner en âge. Puis ce qui est impressionnant de cette dynastie-là, les Patriotes, c'est que, justement, tu l'as dit, après 2014, on a continué à gagner. Là, Brady commençait à être en fin de carrière. On a continué de gagner des Super Bowls à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir pour les Chiefs? C'est possible.
mais ça va prendre une grosse saison morte. Mais c'est ça celle-là, l'affaire, ça c'est va en que prendre quelques-unes. les Patriots avaient un sacré entraîneur-chef pour savoir jouer les bons morceaux. Hey, on parle de toutes les autres équipes et tout ça. Est-ce que c'est un match que les Ravens ou les Bills auraient pu gagner? Non. Les Ravens, non. Non, c'est à quel point c'était une sale dominance des Eagles. On s'est posé la question, là. Même les Bills auraient peut-être eu une petite chance de plus, mais pour vrai, hier, là, ça a été une masterclass des Eagles. Tu sais, quand tout clique, là. Ouais. Puis hier soir, sur la première séquence à l'attaque, tu sais, à quel point je martèle tout le temps, faut jouer un match parfait pour battre les Chiefs, surtout au Super Bowl. Et directement sur la première séquence, c'est A.J. Brown ou Devontae Smith, je ne sais plus lequel des deux, qui pogne une punition pour obstruction offensive sur un gros gain qui aurait pu amener les Eagles en zone dangereuse sur la première séquence à l'attaque, qui a finalement été retournée. Finalement, que les Eagles ont dû dégager sur cette séquence-là. Moi, je regardais ça et j'étais genre, OK, on n'a même pas 4 minutes de fait dans ce match-là. On a déjà fait une erreur du côté des Eagles. Et pourtant, ça n'a même pas paru pour les 56 minutes d'après. À quel point on a été sharp pour le reste des choses. Peut-être à part les 2 petites punitions que le centre a eu lieu sur des placements de Jake Elliott, qui finalement n'aura rien changé. Mais les Eagles ont jamais été aussi proches de la perfection pour un adversaire qui jouait contre les Chiefs de Kansas City pour peut-être les 3-4 dernières années. Oui, complètement. Puis je pense qu'on a, quand on a analysé ce match-là, il y a en tout cas, on a sous-estimé le talent des Eagles. Les Eagles sont extrêmes. Ils ont du talent à toutes les positions. Ils sont dominants. Juste la ligne défensive, hier, on l'a vu. Jalen Carter a encore été une brute. Puis on a vu Josh Sweat qui a été incroyable. Nolan Smith, sérieusement, ce gars-là, j'avais un peu abandonné le cas de Nolan Smith plus tôt cette année. Puis là, Brandon Graham s'est blessé à un moment donné. Ça a forcé Nolan Smith à prendre un gros step en avant et il a vraiment répondu présent. La tertiaire, on en a parlé, Cooper DeJean. Quinion Mitchell, on n'en a pas parlé. Darius, on n'en a pas parlé. Ces trois-là, là, difficile de trouver un meilleur trio de demi de coin. Le nouveau Legion of Boom, c'est potentiellement... C'est bien possible. Possible, puis Zach Bond qui a été incroyable. Ouais. Hein? Mais qui a une moins grande gueule. Ouais. Mais tu sais, on a vu Zach Bond aussi faire une interception hier, ce gars-là. Quelle belle histoire. Nako Beading, qui est un des secondaires partants de l'équipe, était même pas en uniforme, était blessé hier. Puis l'attaque, je veux dire, c'est contre Barkley, meilleur porteur de ballon de la ligue. Receveur de passe, on a A.J. Brown, Devontae Smith, la ligne offensive. Tu sais, il y a du talent partout. C'est peut-être sur le 53, là, le meilleur alignement de 53 joueurs de toute la NFL. Oui, on avait des doutes parce qu'on avait Patrick Mahomes bien meilleur que Jalen Hurts, puis Andy Reid probablement meilleur que Nick Sirianni, mais le talent a parlé hier. C'est l'équipe la plus talentueuse qui a gagné. Puis c'était le meilleur match-up que les Chiefs pouvaient pour battre les Chiefs. Exactement. Tu as besoin d'une équipe qui est extrêmement profonde pour battre les Chiefs. Puis tu sais, les Bills souffrent un peu du même problème dans le sens où on n'a pas un A.J. Brown, un Devontae Smith, puis James Cook qui est bon, mais c'est pas Saquon Barkley, puis la défensive, c'est pas... Tu sais, les Eagles sont juste tellement bons à toutes les positions que tu regardes toutes leurs positions, là, puis tu dis, ben, si c'est pas le meilleur joueur de la ligue, il est peut-être dans le top 3 ou dans le top 5. Tu sais, c'est pas mal ça à toutes les positions. Le carrière, je suis pas sûr, mais pour le reste, là, sérieusement, t'es vraiment pas loin à toutes les positions. Puis, je veux pas, quand t'es aussi bon partout, ça va être difficile d'être battu. Fait que c'est... Là, aussi, pour les Eagles de Lévis, ça va être de garder tout le monde à long terme. Ça, ce sera pas facile, mais pour le moment, c'est un gros travail de l'équipe de recruteurs puis de développement aussi, parce que c'est beaucoup de jeunes joueurs. Howie Roseman a tellement transformé ce club-là en 3 ans. Là, c'est absolument fou. Puis, on a trouvé des bons joueurs, des bons joueurs qu'on a signés à bas prix pour les mettre dans des rôles où est-ce qu'ils ont pu exceller. C'est des recrues qui excellent ou des joueurs sur leur contrat de recrue, puis des joueurs qui ont réussi à signer à bas prix puis qu'on relance leur carrière. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Mon moment préféré, c'était la mairesse de Philadelphie avant le match qui dit là, peu importe le résultat, s'il vous plaît,
Ne détruisez pas la veille. Je crois que Christy hier, ça que je sais en plus, peu importe le résultat, mauvaise soirée pour être un lampadaire à Philadelphie. Puis déjà, tu voyais dans les rues, même Kyle Lowry est allé dans les rues pour aller célébrer avec les gens là-bas. Puis tu vois un lampadaire qui est juste parti. Hey, écoute, il y avait un de nos amis qui nous textait, qui connaissait quelqu'un qui vivait justement à Philadelphie. Puis je pense, genre, à la demi ou au début du troisième quart, il avait déjà commencé à fermer la ville, là. Parce que tout le monde se préparait à quel point que ça allait brasser à Philadelphie hier soir. Non, mais tu dis, tu vas aller quelque part, tu sais, genre pour célébrer ça, man. Philadelphie, c'est dans la place que je vais aller célébrer une victoire sportive, là. Ou Montréal quand on a gagné à Saint-Jean. Ça, c'est un autre affaire. Préférais-tu être à Philadelphie quand ils ont perdu le Super Bowl il y a 2 ans ou Vancouver quand ils ont perdu la finale de la Coupe? Pour vrai, puis en plus, j'ai eu la réflexion. Pour vrai, Vancouver, c'est le Philadelphie du Canada. Genre, maintenant que je pense, là, Vancouver, c'est le Philadelphie du Canada. Ah, j'avoue que. Ouais, oh non, mais Vancouver, c'était tough, là. Ouais, non, je suis d'accord. Ça s'est calmé un peu, par exemple. Depuis 10 ans, c'est peut-être plus autant que. Ben, j'espère qu'ils sont nuls depuis. Ouais, c'est vrai. Bon. Mais en même temps, Philadelphie, même quand ils sont mauvais, c'est tout le temps la même affaire. Je veux dire, c'est le standard, hein. On aime bien parler de standard. Le standard en Pennsylvanie, c'est répandu. Bien sûr, les boys, qui dit Super Bowl dit aussi spectacle de la mi-temps. Vous autres, vous en avez pensé quoi? Moi, je ne vais pas bâcher les organisateurs Kendrick ou whatever parce que je ne suis pas un hip-hop head. Je ne suis pas un fan de Kendrick. Fait que automatiquement, ça n'allait pas me rejoindre et ça n'allait pas me faire lever le poil ses bras. C'est juste dommage parce que je comprends pourquoi la NFL veut des artistes hip-hop parce que c'est ce qui pogne avec les jeunes. C'est probablement, à part peut-être le country, c'est peut-être le plus gros genre musical dans les charts, dans les streams et tout ça. Et surtout que c'est Jay-Z qui s'en occupe. Et c'est Jay-Z qui s'en occupe. Mais le hip-hop et les spectacles de mi-temps d'une organisation qui veut tellement préserver son image, ça marche pas. Ça peut juste pas marcher. Non, ben il faut qu'il se censure. Je veux dire, tu demandes à un gars de faire un show, puis un gars qui en... Tu sais, Kendrick Lamar, j'adore l'artiste, mais je veux dire, c'est pas il est pas excellent pour donner des performances ou quoi que ce soit. Là, c'est un gars qui excelle par rapport à sa musique en tant que telle. Puis là, tu lui demandes de donner un show devant un énorme public. De 15 minutes, là, c'est pas... 15 minutes, puis il peut pas chanter... 6 chansons en 15 minutes, là. Puis il peut pas chanter la moitié de ses paroles. Je veux dire, c'est sûr que ça... Il y a des chances que ça sorte mal et tout. Puis, pour vrai, depuis hier, sur le coup, j'ai vraiment trouvé ça ordinaire. Là, depuis hier, de plus en plus, j'ai réécouté des bouts, puis j'apprécie un peu plus. Je veux dire, je considère encore que c'était pas c'est pas un show pour moi qui est mémorable. Tu sais, c'est un show qui était correct, mais c'était pas... Ben, tu sais quoi, je déteste moins aujourd'hui que je détestais hier. Mais au moins, tu sais quoi, fallait qu'il livre avec Not Like Us, puis il a livré avec Not Like Us. C'est ça qu'il fallait qu'il sauve le show, puis il a réussi. Ce show était du génie. De A à Z. Ce show était du génie. Mio, c'est les fans de Kendrick vont absolument aimer le show. Non, mais attends un peu. Les gens que Kendrick critiquait, ils l'ont jamais compris que c'était à propos d'eux. Là, je mets comme ma casquette du camion en ce moment, là. La manette, OK? Le design d'une manette de PlayStation. The American Game. Samuel L. Jackson, qui est présent en Uncle Sam, ça, c'était cool, là. Ça, c'était cool, J'ai adoré Uncle Tom, / un maître de cérémonie au cirque pour le jeu. Une représentation des États-Unis. Puis, finalement, hey, Kendrick, puis ils ont joué sur l'aspect de la censure. Tu peux pas faire ça, t'es trop ci, t'es trop ça, tu peux pas montrer ta culture, puis faut que tu te resserres un petit peu. L'imagerie du drapeau américain séparé. Ouais. Quoi d'autre? Kendrick qui montrait comme avec des jeunes issus de communautés noires, et Samuel Jackson qui dit non, ça c'est un cheat code culturel, moins une vie. Et qui fait encore référence sur le jeu vidéo. Kendrick qui dit, qui fait référence au
au grand morceau de Revolution will be televised. Vous avez choisi le bon moment, mais vous n'avez pas choisi la bonne personne, parlant de certains leaders politiques qui étaient présents. Du génie. Puis il s'attendait à le censurer, puis tu peux pas contenir quelqu'un comme Kendrick Lamar. Non, c'est ça, mais il y a plusieurs couches là-dessus. Hey, mais il faut que tu comprennes la culture. Moi, j'ai pas ces codes-là. Puis, tu sais, moi, je regardais ça hier, puis moi, j'étais juste pour la musique et tout ça, mais tu sais, je faisais pas une analyse critique de même. Ah non, par contre, shout-out à Serena Williams d'avoir fait un cameo là-dessus. Queen. Ça, c'était cool. Puis, j'ai un autre truc que j'ai quand même apprécié, le fait qu'ils ont joué, parce qu'on sait que pour notre Lycos, en ce moment, il y a des espèces d'affaires judiciaires. Je n'irai pas trop là-dedans parce que je ne suis pas un expert, mais tu sais, comme quoi Drake, qui poursuit Kendrick Lamar pour ça, je ne sais pas exactement pourquoi, mais tu sais, ça fait en sorte qu'on se demandait si d'un. C'est ça, puis on se demandait si Kendrick allait, l'affaire, de deux, est-ce qu'il allait devoir couper des bouts. Et je trouve qu'il a quand même bien joué là-dessus parce qu'il a comme réussi à faire le bout qu'il voulait faire, le bout qui est le plus assassin, puis le bout que tout le monde connaît de cette chanson-là, en ne disant pas les mots lui-même, laissant la foule le faire. Puis aussi, plus tôt pendant le show, on a joué là-dessus un peu. Tu sais, des fois, t'entendais le beat qui partait en arrière, puis « Ah, non, on la fait pas. Ah, on y va dessus. » C'est des pump fake. Carmelo Anthony pump fake. C'est ça, puis est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas? Puis ça, j'ai pas détesté ça du tout. Ça, j'ai aimé comment on a géré ça, mais tu sais, il y a une bonne partie du show qui était un peu, puis je comprends, puis c'est vrai que c'était peut-être une bonne performance à ce niveau-là, mais donner un show, tu sais, j'ai pas l'impression que la foule était particulièrement dedans non plus. Il a donné un message. Parce qu'en oui, il était là pour un message. Je suis d'accord avec toi. On sait très bien c'est qui le public qui est là pendant un Super Bowl. Oui, Puis, sans compter qu'on avait, pour la première fois de l'histoire du Super Bowl, le président actif dans les gradins. Kendrick a profité du moment pour passer. D'ailleurs, on l'a pas vu non plus dans Donald Trump pendant que ce soit pendant le show de la mi-temps ou juste pendant le match. On l'a pas vu souvent, lui non plus. Non, hein? on l'a pas vu, mais regarde. Je chialerai pas pour ça. Puis après ça, SZA, man. SZA, ma blonde est allée voir SZA à Osheaga l'été dernier, puis elle a vraiment adoré. Puis elle a ramassé un petit peu de sa musique en préparation. Elle était incroyable en live. Moi, je suis pas un grand fan tu sais, je suis pas vraiment un gars d'R&B et tout, fait que j'embarque moins, mais c'est quand même, c'est pas mauvais ce qu'elle fait. Je reconnais qu'il y a quand même de la qualité là-dedans, puis c'était quand même, je trouve qu'elle était là pas assez longtemps. Puis elle, tu vois, mettons, tu me demandes aujourd'hui, tu me demandes de dire exactement ce que j'ai retenu de sa performance. J'ai pas retenu grand-chose, je vais t'avouer, mais All the Stars, je pense que c'est la première fois que All the Stars était joué par les deux artistes en live, je pense. Ça se peut. Puis ça, c'est une tune, évidemment, que je pense que la majorité du public connaissait, puis c'est une des tunes sur lesquelles il a basé son show. Là. Pour moi, les trois grands moments du show, ça allait être Humble, ça allait être All the Stars, puis ça allait être Not Like Us, surtout Not Like Us, évidemment. Surtout Not Like Us. Il a quand même réussi à livrer sur ces trois tunes-là. Le reste, pour moi, était plus oubliable, mais il y avait trois highlights dans la liste de tunes qu'il voulait jouer, puis il a réussi à livrer sur ces trois highlights. Avec des chansons, surtout qui sont, en fait, qui n'étaient pas encore sorties. Aussi, puis on parle finalement, pour terminer sur notre Like Us, avec le sourire le plus machiavélique, du terrorisme du plus haut niveau, juste en regardant la caméra avec le sourire pour dire « Hey Drake, je sais que tu les aimes jeunes. » Oh. Ça, c'est envoyer ton message sans dire des cuss words, comme Félix disait. Mais non, mais tu vois, puis il y avait aussi, est-ce qu'elle allait nommer Drake? Tu sais, il y avait ce bout-là aussi. Puis là, on est tellement loin de parler de football, on est rendu un podcast de podcast culturel, là. Mais écoute, ça, c'était quelque chose aussi, parce que tu sais, on parlait justement de cette poursuite-là. Il y en a qui parlaient, est-ce qu'il va genre juste couper ce bout-là pour pas se mettre plus dans le trouble? Puis maintenant, tu sais quoi? Fuck it, j'y vais. Puis ça donnait un moment, et sérieux, juste la photo, préparez-vous. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça m'étonnerait, mais si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez en voir souvent. Pour les prochains mois, là, pour moi, ça va être une qui va rester dans les annales. Anyways, est-ce que vous savez que Xavier Worthy a quand même 157 verges de réception? Non, absolument pas. Tu sais, mais pourrait, puis je veux dire, les Chiefs avaient besoin de ça, mais je veux dire, il y a une bonne partie qui est arrivée à la fin contre des backups. Fait que je veux dire, alright, là, cool, mais
Tyreek Hill 2.0, on va attendre un petit peu. Je pense qu'il a quand même démontré des belles... Tu sais, pour moi, ça a été le meilleur receveur des Chiefs dans ce match-là, puis de loin. C'est le seul qui a vraiment fait quelque chose. Mais... Ouais, c'est ça. Le plafond était pas haut. C'est ça, puis tu sais, j'ai envie de dire, on a trop attendu pour l'utiliser, mais en même temps, on n'a pas eu le temps de l'utiliser parce que ça arrivait tellement vite dans la pochette. Puis aussi, j'ai remarqué, puis je reviens un peu à Mahomes dans sa pochette, il paniquait un peu dans sa pochette, puis je pense qu'il savait que la ligne ne tenait pas, fait que ça fait en sorte qu'il paniquait, puis tout, mais tu sais, tu le disais, il n'y a pas eu de blitz, puis une stat super intéressante que j'ai lue sur The Athletic ce matin, puis je veux donner le crédit à Mike Sando qui a écrit cet article-là. Il y a une statistique qui est super intéressante parce que, tu sais, habituellement, quand tu regardes un carré, un QB qui a plus de temps pour lancer le ballon, habituellement, ça va l'aider. Tu vas avoir un petit peu de temps pour planifier ton jeu. Pour Mahomes, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, il l'a comparé avec Josh Allen puis Lamar Jackson. Quand on a 3.31 secondes et plus, ce qui est vraiment énorme, 3.31 secondes pour lancer le ballon, c'est énorme. Josh Allen a une fiche de 15 et 6. Lamar a une fiche de 16 et 10. Patrick Mahomes a une fiche de 2 et 8. Puis je pense que ça, c'est la recette que les Buccaneers ont compris et que les Eagles ont réappliqué aujourd'hui. Les Buccaneers au Super Bowl qu'on avait affronté Mahomes et les Eagles hier au Super Bowl. Quand tu mets Mahomes inconfortable, tu le forces à prolonger ses jeux. Oui, on le voit souvent, il est capable de sortir un peu de magie, mais si tu le forces à faire ça tout le temps, puis que ses receveurs ne sont pas capables de créer de la séparation, ça va rapidement devenir difficile pour lui. Puis je pense qu'on l'a très, très, très bien vu hier. Souvent, c'est arrivé que Mahomes prenait le ballon, avait le snap, prenait 2-3 pas, scannait le terrain, une ou deux lectures, se dit « Ok, j'ai pas le choix de partir à courir ». Les Eagles avaient complètement eu le temps de le contenir. On a évité les gros gains au sol de Mahomes, puis ça a vraiment fait en sorte que c'était hyper difficile pour les Chiefs de créer de l'offensive. C'est aussi simple que ça. Puis ce que j'aime dans cette petite analyse-là, c'est que de l'autre côté, tu avais un carrière qui, immédiatement qu'il y a de la pression, devient tellement moins efficace. Écoute, Jalen Hurts, sa seule interception, ça a été probablement la seule fois où il y a vraiment eu une grosse pression sur lui pour prendre son élan pour essayer de lancer une passe. Puis, ça a été une passe de terroriste. Disons-le, ça a sans doute été, puis sans aucun doute, sa pire passe de la soirée. Les Chiefs avaient l'occasion de tellement mettre de pression sur Jalen Hurts, puis de justement utiliser ce fameux blitz de Steve Spagnuolo, mais la ligne à l'attaque a tenu le coup. Les Chiefs n'ont pas généré de pression du match. C'est aussi simple que ça. On n'a pas rien généré. Chris Jones blessé, ça n'a pas aidé, mais ça prend un George Karlaftis, ça prend des blitz pour compenser ça. On n'a rien généré sur Jalen Hurts, sauf une fois qui a été l'interception. C'est tout. Puis, je vais juste terminer là-dessus. Patrick Mahomes a participé à 5 Super Bowls. Il y a 7 interceptions en 5 matchs. Tom Brady en a 6 pour ses 10 Super Bowls. Ouais. C'est pas le même genre de joueur, mais c'est vrai que ça donne quand même un indicatif que... Oh, ouais. Je disais aux amis hier, c'est quoi, je suis prêt à ouvrir la conversation si Mahomes il gagnait hier, mais là, on va devoir mettre ça. La discussion était 100% qu'elle méritait d'être ouverte. Là. Hey, je finis, puis je veux une réponse vite. Je vais vous donner un chiffre, OK? Sur 10. À quel point vous donnez le blâme à Mahomes, spécifiquement Mahomes, pas sa ligne offensive, pas ses receveurs. Sur 10, à quel point vous blâmez Mahomes, pas en premier, mais après. 4-5. Tu sais, c'est 2 interceptions. Non, juste un chiffre. Je veux pas rien d'autre, juste un chiffre. 4.5. Parfait. Yo. 9. Oh! OK, ça va. Hein? Okay. Bref, il a été le premier à le dire. Puis, à l'inverse, moi aussi, j'en ai un mot pour vous autres que je vous demande. Un mot pour décrire ce Super Bowl. Hate watching. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette première partie d'émission. On va aller prendre une petite pause quand même pour se ressaisir de ces événements du Super Bowl. On va se retrouver en deuxième partie d'émission pour discuter de basketball et un petit peu de baseball parce qu'il y a eu des grosses nouvelles qui se sont déroulées au baseball. On se retrouve tout de suite. Et bienvenue à ce deuxième bloc de la triple menace. Après une pause tellement méritée parce que, my God, quelle semaine, quel Super Bowl.
une fois de plus, le spectacle était là. Je peux dire, en tout cas, tout ce qui est semaine avant le Super Bowl, les gars, là, j'avais oublié de dire ça, mais les vidéos d'annonces surprises du Temple de la Renommée, j'en sauterai, pour vrai, là, j'en sauterai jamais une quand ça passe sur mon fil d'actualité. Ouais. Sterling Sharp, je veux dire... Tu sais, il y a cette fameuse vidéo qui était sortie il y a quelques années, tout le monde qui revenait à ça, à Shannon Sharp qui dit « Je suis le seul membre de ma famille qui est dans le Temple de la Renommée, puis je suis même pas le meilleur joueur de ma famille. Tu sais, je suis le seul joueur de football. Ouais. » Quel discours, point. Quel discours quand même de Shannon Sharp. Shannon Sharp, là, c'est un sacré bon storyteller. Ouais, oui, ça c'est vrai. Il y a des choses que j'aime pas particulièrement de personne qui est, là, mais ben, en tant que. Pas de la personne, là, mais de l'animateur, la personnalité médiatique qui est, mais c'est vrai qu'ils sont. C'est un excellent raconteur d'histoire, là. C'est assez incroyable. Un excellent raconteur d'histoire, autant qu'il est un excellent streamer sur Instagram. Ceux qui savent. If you know, you know. Anyways. C'est drôle, hein, mais on dirait qu'on avait un peu oublié que le Super Bowl se déroulait cette semaine parce que la NBA a dit c'est notre tour d'avoir le spotlight. On en a tellement jasé la semaine dernière comme quoi, et sans faire nécessairement appel à la conspiration, mais comme quoi, Adam Silver, maintenant, peut-être qu'il se rub un petit peu les mains en ce moment parce que les codes d'écoute de la NBA n'allaient pas bien. Et puis là, on a eu ce qui est probablement le plus gros échange, du moins facteur surprise de l'histoire du sport. Et puis, les autres DG ont décidé de suivre dans la même veine que Nico Harrison. Bon, vous me direz, c'est moins scandaleux, mais il y a une grosse question qui ressortait autour de ça, mais si Nico Harrison n'échangeait pas Luka Doncic, est-ce que tout ce qui s'est suivi aurait arrivé? Bonne question. Parce que ça a mis un peu ça a réveillé les autres équipes de l'Ouest qu'il fallait qu'ils s'activent. Là, tu vois les Mavericks, tu vois les Lakers qui bougent, ça fait changer la hiérarchie un peu dans l'Ouest. Puis tu regardes ça, tu te dis OK, là, on a de la job à faire parce qu'il y a deux équipes qui se sont améliorées. Entre deux équipes qui ont été modifiées, deux équipes qui sont pas comme ils étaient avant. Puis tu regardes, mettons, les Warriors qui sont au plus fort de la course pour juste entrer dans le play-in en ce moment. Ça prenait de l'aide pour Steph Curry. Là. Déjà que Steph n'a pas une grande saison, il a perdu un gars comme Klay Thompson, puis on n'avait pas cette deuxième option-là avec les Lakers, avec les Warriors pour épauler Steph Curry. Drôle de lapsus quand même. Mais tu regardes ça, puis les Warriors, on a été liés à vrai tous les joueurs sur le marché. Sérieux, je pense que n'importe quel joueur qui a déjà une saison de 20 points par match, on en a entendu parler avec les Warriors. Et finalement, c'est Jimmy Butler qui va débarquer avec les Warriors. Enfin, c'est fini tout le bordel de Jimmy Butler avec le Heat. Mon Dieu, qu'il était temps que ça finisse. Puis j'ai l'impression que c'était pas le choix numéro 1 des Warriors. Je pense pas que c'était lui notre cible numéro 1. En fait, je pense que notre cible numéro 1, elle s'appelait Kevin Durant. Mais en tout cas, on va reparler de Kevin Durant un peu plus tard parce que il a été lié avec une autre équipe cette semaine, puis j'ai envie d'en parler un petit peu plus tard. Mais non, c'est Jimmy Butler finalement qui va débarquer avec les Warriors, qui se rapproche quand même un petit peu du style de joueur qui était un gars comme Klay Thompson dans ses belles années. Là, puis c'est pas une aussi bonne menace à 3 points, mais quand même un bon joueur défensif capable de créer des choses offensivement, puis surtout de donner un coup de main à Steph Curry. Andrew Wiggins qui part quand même en retour, qui était peut-être cette deuxième option-là. On essaie d'améliorer avec un Jimmy Butler. Est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas, mais il fallait qu'on essaie quelque chose chez le Warriors. Il fallait qu'on essaie n'importe quoi. Ce qui est drôle un petit peu du mariage Stephen Curry-Jimmy Butler, c'est que Jimmy Butler n'est pas nécessairement le plus talentueux, mais Jimmy Butler, c'est lui qui travaille le plus fort. Ouais. Steph Curry, sans dire que c'est quelqu'un qui ne travaille pas fort, parce que ce serait de parler contre sa grandeur et son leg en tant que joueur, mais Jimmy Butler n'est pas le même joueur qu'est Stephen Curry. Seulement, on parle vraiment là, 100% talent, c'est jour et nuit. Toutefois, Jimmy Butler, sans dire qu'il a hérité nécessairement de mauvaises équipes, c'est là où, mettons, ses qualités de leader et de gars qui est capable de lever un peu les émotions, puis lever ses coéquipiers sur toutes les facettes. J'ai hâte de voir ce mariage-là
de comment Jimmy Butler va se comporter alors qu'il n'est pas le meilleur joueur de son équipe et qu'il n'est pas incontestablement le leader parce qu'il n'y a aucun monde dans lequel Stephen Curry n'est pas le capitaine et le leader des Warriors. J'ai hâte de voir ça. Son but est simple. Jimmy Butler va juste avoir une fonction. En fait, il va en avoir deux. Comme tu dis, mener tout le monde aux côtés de Steph Curry, mais il va avoir juste une job. Attirer l'attention sur le parquet puis de laisser baisser un peu la pression sur Steph Curry. C'est ça la seule chose qu'il a besoin de faire avec les Warriors de Golden State parce que Steph Curry pouvait être en double, triple couverture. Puis pour la première fois depuis une dizaine d'années, tu pouvais utiliser cette stratégie-là puis tu pouvais gagner contre les Warriors de Golden State. Chose qu'il y a 10 ans, tu aurais pu dire, ben voyons, c'est impossible. Mais moi, ce que je remarque surtout de cette date limite des transactions, tu sais, Félix dit, ça a activé le monde, mais ça a activé le bas du classement dans l'Ouest. Ouais. OK, ici, ça n'a pas bougé. Memphis, ça n'a pas tant bougé. Denver, ça n'a pas tant bougé. Les Rockets non plus. Tu sais, il y a vraiment ce groupe de 6 à 10, là, Sacramento, Phoenix, qu'on pensait, Dallas, LA, Golden State, même San Antonio. Tu sais, c'est vraiment ce peloton-là d'équipes dans l'Ouest que, habituellement, tu aurais pensé que c'est les équipes de taille qui se renforcent. Mais c'est les équipes de vente un peu, là, qui sont derrière, qui veulent juste accéder au play-in, qui ont bougé. Puis le play-in, ça a fait en sorte qu'il y a plus d'acheteurs maintenant. Moi, je ne suis pas nécessairement le plus grand fan du play-in en tant que tel. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui... Je ne suis pas un gros fan de la formule, mais ça fait quand même en sorte qu'il y a plus d'équipes qui y croient et qui essayent. S'il n'y a pas le play-in, là, penses-tu vraiment que les Warriors vont chercher Jimmy Butler? Penses-tu vraiment que les Spurs font peut-être De'Aaron Fox pour le signer à long terme, là, mais t'as-tu comme ces transactions-là qui arrivent? Il y a plein ou même Doncic, Davis... Probablement Sacramento ne serait pas impliqué dans la transaction avec... Est-ce que Sacramento aurait pesé sur la gâchette aussi rapidement pour échanger De'Aaron Fox puis aussi impliquer 4 équipes là-dedans? Est-ce qu'il irait chercher un Zach LaVine, mettons, dans cet échange-là? Non, peut-être pas. Mais c'est ça qui est drôle. Là. On parle de tout ça. Là. On parle de comment Jimmy Butler va performer aux côtés de Steph Curry. Mais Jimmy Butler, on s'entend que c'est une acquisition pour un sacré... mettons, comment je pourrais dire ça? Un sacré feu d'artifice en séries éliminatoires. Mais les Warriors ne feront peut-être pas les séries éliminatoires. Peut-être qu'ils ne peuvent même pas faire le play-in parce qu'on est rendu dans cette dynamique-là de est-ce qu'on va être rendu là? À l'inverse, le Heat fait l'acquisition de Dennis. Dans cette transaction originale-là, c'était Dennis Schroeder, mais Bro a fait probablement je pense que c'est 4 équipes qu'il a fait en dedans de 24 heures. On parlait de lui après avoir complété le défi de l'arc-en-ciel. Et lui, en plus, il dit 48 heures avant le début de la date limite des transactions que c'est comme de l'esclavage des temps modernes. Bon. Vous en faites ce que vous voulez de ces commentaires-là, ça vaut ce que ça vaut. On a lancé le commentaire dans l'univers, puis les dieux du NBA qui ont fait « Ah ouais! » Tiens, ma bière, on va voir si tu vas aimer ça. Fait que, non, c'est ça, le gars, il a fait 4 équipes là-dedans. Carl Anderson faisait partie un peu de cet échange-là, mais il est comme allé à Toronto, puis là, Toronto l'ont envoyé au balotage. C'est tellement drôle, les transactions NBA, man. Mais, notamment, le grand joueur de cette transaction-là, c'est Andrew Wiggins. Andrew Wiggins qui, vraiment, là, à des années-lumière de ce qui lui était attribué comme rôle. Félix, tu peux être le premier à en parler. Comme quoi, c'est le prospect pour Andrew Wiggins n'est plus d'être un joueur de premier plan. Puis, il a été un joueur transformé à Golden State. Félix, toi, tu déplores le fait qu'il n'a jamais été ce A1 pour les Timberwolves, mais peut-être qu'on l'a vu dans son nouveau rôle à Golden State et les gens ils ont tellement apprécié ça, tellement un joueur important pour le championnat de 2022, qui maintenant va rejoindre l'équipe du Heat, qui aussi est en plein milieu de la course dans l'Est, mais de ce côté-là aussi, l'équipe appartient pas mal à Bam Adebayo et un groupe de joueurs très bons. C'est sans dire que Bam n'est pas nécessairement un bum, mais c'est pas non plus comment je pourrais dire ça? C'est pas lui qui va te mener la charge offensivement. C'est pas Bam Adebayo, c'est un perennial defensive player of the year. C'est ça.
Mais il y en a des équipes qui ont bien performé en séries éliminatoires avec des joueurs défensifs de premier plan. Là. À parler des les Knicks des années 90, mais la raison pourquoi ils ne sont jamais rendus plus loin, juste sauf pour 80, c'était 84. C'était à cause de Michael Jordan, mais c'était une équipe menée par Patrick Ewing qui a fait ses prouesses en défensive. Félix, t'as entendu quoi de cette transaction-là pour le Heat avec Bam et ce rassemblement de joueurs très bons, incluant, soit dit en passant, quand même un joueur All-Star en Tyler Hero? Oui, c'est ça. Je pense que c'est justement là que je m'en allais. Ça va mettre beaucoup de pression sur Tyler Hero parce que on parle de Bam Adebayo comme numéro 1, mais Bam Adebayo est une option numéro 1 ordinaire à mauvaise, j'ai envie de dire. C'est pas. Est-ce que sur une équipe de championnat, c'est assez ordinaire d'avoir Bam comme numéro 1. Fait que là, ça met de la pression sur ton numéro 2, ton numéro 3 puis ton numéro 4. Donc pour le Heat, c'est Tyler Hero qui va devoir mener la charge, mais j'ai quand même envie de dire que le Heat s'est amélioré parce que Jimmy Butler jouait plus. Fait que ne veut pas juste amener Andrew Wiggins, ça va faire en sorte que l'équipe va s'améliorer parce que on va avoir quelqu'un qui va jouer. Wiggins, c'est plus le joueur qui a été repêché au premier rang de tu penses qu'il va prendre le contrôle d'une équipe et tout. Puis Wiggins au Minnesota, man, c'était frustrant, c'était année après année. Tu le sens qu'il y a une petite coche de plus, puis il va pas la prendre. Mais avec les Warriors, c'est vrai qu'il est devenu au moins un joueur de soutien de grande qualité. C'est le genre de gars que tu m'as dit. C'est un joueur d'aile. C'est un joueur d'aile. C'est quand ça fonctionnerait, refile-y le ballon, puis il va aller au panier chercher ses points. Là. C'est un Jimmy Butler plus talentueux, mais un petit peu moins. En fait, pas mal moins travaillant. C'est pas mal. C'est pas. C'est rien contre Wiggins, là, parce qu'il est beaucoup travaillant qu'il était au Minnesota. Là. Jimmy Butler doit tellement être insulté de s'être fait échanger pour Andrew Wiggins. Ah, man, mais c'est drôle parce que c'est Ramona Shelburne qui sortait cette semaine pour ESPN. Elle a fait un portrait de cet échange-là. Puis, dans le fond, elle racontait que quand Jimmy Butler a signé son contrat avec le Heat, il parlait avec Pat Riley, qui était évidemment le président des opérations basketball du Heat. Et Pat Riley, il a posé la question, c'est qui le joueur le plus talentueux avec qui tu n'as jamais joué? La réponse de Jimmy Butler, c'était Andrew Wiggins, qui avait connu au Minnesota. Fait que d'aller après, les gars se font échanger un pour l'autre, c'est quand même assez particulier. Puis peut-être que Wiggins va rentrer dans cette équipe-là puis redevenir le joueur qui était à Golden State, cette option numéro 3 de qualité-là, mais c'est ça que j'ai peur avec les Heat. J'ai peur qu'il va nous manquer du punch offensif. Si tu regardes dans l'Est, par exemple, là, Boston, tu as Jason Tatum, Jaylen Brown. Cleveland, tu as Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley. Ces grosses équipes-là dans l'Est ont des joueurs super établis. Puis là, je parle de l'Est. On peut regarder dans l'Ouest où il y en a à peu près 27 qui ont des gros joueurs de talent. Là. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi on l'a fait pour les Heat parce que il fallait se débarrasser de Butler. C'était vraiment rendu un problème. Puis je comprends pourquoi les Warriors l'ont fait aussi. Mais c'est drôle parce que j'ai pas vraiment l'impression que les deux équipes s'améliorent tant que ça. Parce qu'à ce stade de leur carrière, j'ai l'impression que Butler-Wiggins, c'est pas une énorme différence non plus. Tu sais, Butler est meilleur, mais pas tant que ça, j'ai envie de dire. Fait que j'ai hâte de voir peut-être que juste Butler a un plus gros statut, fait que peut-être que ça va comme aider les Warriors, puis au moins de donner un vote de confiance à Curry. Gars, on est là, on va t'aider, mais j'ai pas l'impression que ça change particulièrement le portrait pour ces deux équipes-là en ce moment. Mais par contre, moi, je regarde la composition de l'équipe. Tu dis, il n'y a pas de superstar, de super vedette. C'est un clusterfuck de plusieurs bons joueurs. N'est-ce pas le genre d'équipe que Eric Spoelstra peut envoyer au niveau supérieur? C'est ça le pire, mais il y a ce facteur intangible, surtout dans un sport qui est aussi individuel. Parle pas de culture du Heat, parle pas de culture du Heat. Non, mais au basket, c'est tellement... pas de la culture du Heat. Parle-moi pas de la culture du Heat, man. tu peux dire le chandail puis ça le fait. Non, mais tu sais, au basket, t'as tellement cet intangible de ce mâle alpha, puis ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et c'est là où on voit la différence entre les bonnes équipes et les équipes de championnat. Autant nombre d'équipes composées de plusieurs bons joueurs et un banc qui peut aller jusqu'au 9e joueur qui ont essayé cette formule-là. Mais du moment que tu n'as pas cette vedette établie qui ne va pas dire « Hey, passe-moi le ballon, je vais m'en occuper. » Là, tu viens de perdre ça en Jimmy Butler. Voilà, tu as perdu peut-être sans dire la plus grosse anomalie, mais le joueur le plus étrange de la NBA, puis toutes ces multiples chicanes partout où il est passé. Il y a ça que tu gagnes quand même en éliminant ça, mais boys,
j'aimerais croire en le Heat, j'aimerais croire en Eric Spoelstra, mais je peux pas voir cette équipe-là gagner un championnat du moment que tu n'as pas ce A1 qui a cet intangible, cet instinct. Ben, je vais te lancer peut-être la comparaison hockey par excellence que je viens de penser, OK? Prends les Oilers d'Edmonton, enlève Connor McDavid, Leon Draisaitl, puis essaye de gagner un championnat alors que ton meneur, c'est Ryan Nugent-Hopkins. Deuxième. Ouais. Parce que pour moi, Andrew Wiggins, c'est NBA Ryan Nugent-Hopkins. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Une bonne comparaison. Tous deux des first overall qui n'ont peut-être pas eu la carrière qu'on pensait, qui est un très bon numéro 3, peut-être même numéro 4 dans une équipe, mais qui, en 2022, a décidé, sais-tu quoi, je vais devenir le meilleur. Ryan Nugent-Hopkins a fait une saison de 100 points il y a 2 ans. Ouais, je vais juste vous rappeler, là. Ouais. Mais je trouve le comparatif quand même assez là, je trouve. Ouais, j'aime ça. Mais moi, c'était comme si le Heat essayait, tu sais quoi, on va essayer de gagner sans Dwayne Wade puis LeBron James, mais on va avoir Andrew Wiggins. Ouais, ouais, puis je pense pas que. En fait, tu parlais, Mio, comme quoi ça te prend un gars qui. Faut que pour une équipe comme ça, qui t'amène jusqu'au bout, ça te prend comme un A. Ben, Jimmy Butler l'a fait avec une équipe assez ordinaire. Jimmy Butler, c'est un des gars qui a réussi à le faire, amener son équipe en finale avec une équipe qui était. Ce hit-là qui s'était rendu en finale. Félix, essaye pas, c'est la culture qu'ils ont. Caleb Martin. C'était pas une grande équipe. C'était vraiment pas une grande équipe. Mais écoute, moi, je vais revenir un peu à Jimmy Butler. Puis là, gars, tu vois, on est le 10 février aujourd'hui. Là. Les boys, est-ce que Jimmy Butler et Draymond Green ont une grosse chicane qui finit pas d'ici le 10 mars? Oui ou non? Oh, j'ai tellement envie de dire oui. Oui. Ah oui, évidemment, évidemment. Tu mets un gars qui se pogne avec ses coéquipiers depuis des années en Draymond Green, puis tu mets Jimmy Butler, qui est peut-être la diva numéro 1 de la NBA, c'est sûr, ça se pogne, man. Non, mais les Warriors, aimerais-tu pas au moins avoir, je sais pas, peut-être, il semble que, tu sais, Jordan Poole serait pas pire en ce moment, tu sais. Ouais, en même temps, Draymond Green fait dire que c'est peut-être pas une bonne idée. Whatever ce que ce gars-là, il dit, anyways, ils ont tout... Ils ont tout donné. Hey, il y a eu une autre grosse transaction, celle-là un petit peu WTF, mais ça implique Brandon Ingram qui finalement, lui qui va être agent libre à la fin de la saison, c'est terminé. Tu sais, c'est terminé à New Orleans, puis le pauvre pour de vrai, sans blague, pour ce que ça vaut. Hein. Brandon Ingram semble vraiment avoir aimé la Nouvelle-Orléans. Je veux dire, je regardais un peu ce qui se passait sur Instagram, tout ça, suivant cet échange-là, puis je vois comme, oh oui, il était vraiment attaché à Nouvelle-Orléans. Bref, il ramasse ses valises et il s'en va à Toronto. En fait, je ne sais pas si c'est Brandon Ingram, il est attaché à la Nouvelle-Orléans ou il est juste calissement triste de se ramasser au Canada puis à Toronto. Tout ce qu'il a dit, c'est que peut-être qu'il n'y restera pas longtemps. Dans un échange que, tu sais, j'étais un des sceptiques, je suis un des multiples sceptiques de cet échange-là parce que, comme oui, tu t'as laissé partir du monde. Bruce Brown, Kelly Olynyk, choix de deuxième, on s'en bat un peu, choix de première, on ne sait pas trop où il va tomber ce choix-là. Mais tu t'as donné un sac de chips, un sac de patates, peut-être. Mais donc, OK, on va dire ça. Tu donnes une barre caramilk avec potentiellement le petit billet d'or dedans. Là. Le petit secret de caramilk. C'est secret de caramilk. Fait que dans le fond, t'as donné, mettons, un sac de popcorn au fromage et une barre avec le secret de la caramilk contre Brandon Ingram qui, encore une fois, va être agent libre à la fin de la saison. Il peut marquer des points, mais de un, il est toujours blessé. Et les Raptors sont nuls à chier. Pourquoi les Raptors sont acheteurs? Pourquoi ils sont acheteurs? C'est ça, je comprends pas. Masai Ujiri, chaque jour qui passe, je me dis, comment est-ce que... À moins que le but, c'est juste de leur flipper à la fin de la saison, parce que je dirais, Massa était un génie, mais de la manière qu'il va en ce moment, il aime beaucoup jouer. Lui aussi, il commence à porter un peu la casquette de la DG, du DG Superstar, puis vas-tu vraiment échanger Brandon Ingram ou est-ce qu'il va essayer de le garder pour essayer de bâtir la nouvelle équipe composée de 5 small forwards? Tu vas le rééchanger pourquoi? Pour un autre choix de première ronde que tu viens de donner pas? C'est ça, je comprends pas, man. Je veux dire,
OK, Oui. à la limite, mais j'ai l'impression qu'il se peinture dans un coin parce que là, t'es comme un peu obligé de le signer parce que, oui, il y a une possibilité que tu l'échanges, mais what the fuck, tu vas juste aller rechercher ce que t'avais, probablement moins bon parce qu'il va y rester moins de temps de contrat, puis je comprends pas, man, puis à quel point ce gars-là est un fit avec Scotty Barnes, je sais pas. Ça va mettre beaucoup de poids sur les habilités de créateur de jeu de Scotty Barnes. Parce que Brandon Ingram n'est pas excellent comme créateur. C'est pas par lui que l'attaque passe habituellement. C'est le gars qui va aller marquer des points, mais c'est pas lui qui va créer cette opportunité de marquer tant que ça. Fait que à quel point ça va fonctionner. Puis ça, t'as lui, t'as RJ Barrett, qui c'est pas exactement très très différent comme style de joueur. Puis tout est bizarre à Toronto. Je vois pas la vision de Toronto pas en tout en ce moment. Dans un alignement en santé, c'est Emmanuel Quickley qui est le point guard, mais Scotty Barnes est en pratique le meneur de jeu. C'est par lui que l'attaque commence. Et puis là, tu as Grady Dick en sortie de banc qui est pas mal le même joueur que Brandon Ingram et RJ Barrett. Ça marche pas, man. Pendant ce temps-là, Absolute King, Jakob Poeltl qui fait juste ramasser les rebonds. Puis somehow, il est devenu genre un joueur de 20 points et 10 rebonds à son retour avec les Raptors. Je veux dire, wow! Je ne comprends pas les Raptors, man. En 2019, on a comme été chanceux, on a gagné un championnat, on a vu Kawhi être chanceux, vache! On a vu Kawhi gagner un championnat, puis on a fait, OK, tu sais quoi, on va juste aller chercher des joueurs qui ressemblent un petit peu à Kawhi, on va se faire une équipe de plein de Kawhi, sauf qu'on a comme oublié le bout de défensif pour beaucoup de ces gars-là. Brandon Ingram, ça joue pas défensivement, là, je veux dire, c'est pas un bon joueur défensif, Brandon Ingram, puis je sais pas, man, je vois pas la vision, je vois pas le... C'est qui ton centre à long terme? Parce que Jakob Poeltl sera pas là 20 ans, là. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais? Je peux juste comprendre qu'est-ce que les Raptors font. On peut juste me donner une ligne claire de pourquoi cette équipe-là est genre 20 games en bas de 500, puis on va chercher Brandon Ingram. Pourquoi on fait ça? Vas-y, Pop. Most ethical. Tu sais, les Raptors, on avait comme l'étiquette de genre le tank le plus ethical qu'on pouvait avoir. Tu sais, il était souvent dans des matchs, mais pas beaucoup. Puis tu fais jouer ton monde, puis on espérait peut-être on va ramasser le premier choix pour aller chercher Cooper Flag à Duke. Mais l'opération Capture the Flag, ça donne. Moi, d'après moi, ma soeur Jerry a juste vu les Wizards, sont genre fait fuck it. On fera jamais pire que les Wizards. Man, ils sont spectaculairement mauvais, les Wizards. Hey, c'est drôle, hein? Tu retires ça aux Timberwolves il y a 2 semaines. Bref, c'est genre le seul match qu'ils ont perdu depuis 2 semaines. Brandon Ingram à Toronto, confusion. Je vais vous le dire, je suis surpris que Chris Middleton n'ait pas annoncé sa retraite. Oh boy. Je pensais que, parce que Chris Middleton, pour ceux qui ne savent pas, là, on parle des Wizards, il a été échangé aux Wizards en retour notamment de Kyle Kuzma, qui est peut-être pas, est loin d'être ce que Chris Middleton était à ses bonnes années à Milwaukee. Mais le pauvre Chris Middleton qui a tellement eu de misère, tellement de problèmes de santé suite au championnat des Bucks. Puis là, ça a commencé à se replacer un peu cette saison, considérant que l'entraîneur-chef est Doc Rivers. Mais il s'en va à Washington, joueur de maintenant 34 ans, vétéran, qui clairement était encore là pour un championnat. Ouais. Je suis surpris qu'il n'ait pas annoncé sa retraite. Pour vrai, c'est quel plus grand manque de respect on a vu dans ce trade deadline de l'NBA? Luka Doncic qui s'en va aux Lakers ou les Bucks qui échangent possiblement des 5 joueurs les plus marquants de leur histoire de la franchise aux fucking Wizards de Washington. Pour Kyle Kuzma. Je serais insulté. C'est rough. Mais honnêtement, je pense que il y a eu tous ces gens-là qui étaient cool, mais honnêtement, aurais-tu plus été choqué? Quand Chris Middleton a été échangé, ça a quand même été un gros choc, mais aurais-tu été plus ou moins choqué de ça ou que Kevin Durant se ramasse au Minnesota comme ça a circulé mercredi? Son nom a été circulé moi j'en aimais ça. Ouais, mais Minnesota, c'est comme arrivé de nulle part à toute fin. Là. Ouais, man. Ouais. Puis écoute, on n'a pas les détails de ça aurait été quoi cette transaction-là. Niveau argent, je peux pas concevoir une transaction où c'est pas Julius Randle, Jalen McDaniels et quelque chose d'autre. Là. Mais hey man, imagine quand c'est pas arrivé, puis
si le plan, c'est de garder Jalen McDaniels à long terme, je pense que c'est une bonne idée de ne pas faire cette transaction-là, mais imagine une petite seconde, un duo Anthony Edwards, Kevin Durant. Sérieusement, bonne chance pour défendre ça, parce que tu as deux gars qui sont assez incroyables pour créer de l'offensive. Puis, tu sais, Kevin Durant, qui n'est pas un grand joueur défensif, mais ça tombe bien parce que, bon, là, c'est sûr que si tu échanges Jalen McDaniels, tu perds de cette défense-là, mais tu as quand même un noyau Minnesota qui est reconnu pour être solide défensivement avec Rudy Gobert en arrière, même Anthony Edwards qui est bon, Mike Conley qui est encore capable de défendre, puis, tu sais, des gars comme Nickeil Alexander-Walker, Dante DiVincenzo. Tu sais, il y a de la défense chez les Timberwolves. C'est pas arrivé, mais ça, tu vois, on parlait d'équipes, pas une des puissances, mais dans le 6 à 10, là, ben les Timberwolves sont pas mal dans ce coin-là. Puis il y a un monde dans lequel il aurait ramassé Kevin Durant. Tu sais, le play-in au moins va avoir servi à ça. Ça ouvre des possibilités à des transactions qui n'ont aucun hostie de bon sens, mais que tu regardes ça, tu dis wow, tu sais, l'échange de Jimmy Butler arrive jamais hors du play-in. Penses-tu que les Timberwolves prennent seulement la peine d'appeler les Suns pour Kevin Durant s'ils ne sont pas dans cette petite zone-là où est-ce que, OK, on a besoin de quelque chose pour se sortir de la 7e, 8e place, être sûr d'être au minimum dans le top 6 puis pas avoir à se faire chier avec le play-in où est-ce que tu peux te faire sortir après, si tu as un ou deux mauvais matchs, tu te fais sortir. Tu n'as jamais de transaction comme ça si tu n'as pas le play-in puis c'est jamais seulement considéré. Fait que ça aurait été quelque chose quand même. Ça aurait été vraiment, vraiment quelque chose. Y avez-vous cru? Avez-vous cru à Kevin Durant qui retourne à Golden State? Oui, j'y ai cru. Honnêtement, j'y ai vraiment fortement cru, mais... Ah ouais, à ce point-là? Ouais. La seule affaire que je me disais, c'est où est-ce que Golden State va aller chercher ces morceaux à transiger? Parce que Phoenix, là, pour vrai, là, on peut-tu tirer à la plug? Ah, ben écoute, on peut attends. Avant qu'on tire la plug sur Phoenix, on peut-tu tirer la plug sur les Bulls de Chicago? Oh, ça, la plug est tirée depuis une couple d'années. Là. Ça, c'est fini. Sérieux, les Bulls, je sais pas comment ils vont. Ils ont 9 joueurs de rôle. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont rien d'autre, les Bulls. À part si Buzlic commence à sortir de l'équipe de là, mais mon Dieu que c'est rough. Mais écoute, tu parles d'équipe. Les Warriors, il fallait qu'on essaye quelque chose parce que ça fait comme 5 ans qu'on est sur ce plan-là de. Il appelle le plan à 2 timelines. Tu as comme le groupe de Curry, Thompson, Green, puis les jeunes avec Kuminga, Moody et l'autre, Podziemski qui est arrivé récemment. On a essayé de rouler ça beaucoup trop longtemps pour un plan qui, oui, a amené un championnat en 2022, mais ça rend scraper la fin de carrière de Curry. Imagine si on s'était vraiment commis à « OK, gars, on va garder cette fenêtre-là. » Puis oui, on a une saison plus difficile, on était chez James Wiseman. On reflippe James Wiseman, puis on va chercher un autre gars pour consolider ce noyau-là. Combien de championnats Steph Curry aurait pu avoir si on n'était pas resté dans ce plan-là de 2 lignes du temps qui, clairement, n'a pas fonctionné parce que les jeunes ne se développent pas. Jonathan Kuminga, son développement stagne depuis qu'il a été repêché. Podziemski, c'est vraiment plus dur cette année que ce l'était l'année passée. Il fallait qu'on essaye quelque chose. Je pense que c'est pour ça qu'on a échangé, qu'on a été chez Jimmy Butler, tu sais. Essayer de maximiser la fin de carrière de Curry, mais est-ce que c'est trop peu, trop tard pour les Warriors? J'ai l'impression que oui. Possiblement. Puis finalement, dans toute cette aventure de la trade deadline, parlant de Los Angeles, on a eu finalement le verdict d'Ipe Mizuhara, qui, je vous rappeler, il y a quelques mois, là, Pop, on embarque là-dessus. Tu scandale de Paris avec une certaine équipe de Los Angeles et un certain joueur de baseball japonais qui s'est joint à cette équipe de Los Angeles. Mon Dieu, que j'ai l'impression que ça fait 5 ans, mais ça fait même pas 1 an de ça. Ouais. On en parlait genre en début de saison. En fait, ça fait même pas 6 mois en plus. C'est ça, ça fait tellement... Non, ça fait une dizaine de mois. Mais OK. Genre en avril. J'aimerais dire pendant les playoffs, mais non. Non, ça fait pendant genre le début de saison. J'ai rien dit. Ouais, il jouait au Japon, puis ça a sorti en plein milieu de la série. Pour ceux qui n'étaient pas là, deuxième match, là, puis c'était quelque chose, ça. Mon Dieu, que le temps passe vite. Puis finalement, dans le cas de Ipe Mizuhara, qui je tiens à le rappeler quand même, était là, peu importe où Shohei Ohtani était son traducteur, puis il est passé devant la cour et il a aujourd'hui obtenu son verdict de 57 mois, qui est 4 ans, presque 5 de prison.
Et il va devoir 18 millions en dommages pour l'IRS, puis à Shohei Ohtani, je pense, même juste à Shohei, c'est 17 millions personnellement. Ça coûte cher, hein, se sacrifier pour un ami puis aller en prison pour un ami. Hein? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'ai tellement hâte que Pop lance le documentaire dans 25 ans sur l'affaire Ohtani. Même avec l'extrait audio, est-ce qu'on entend clairement IP se faire passer pour Shohei? Tu continues à passer à te. Non, je pense pas. Je fais juste relancer parce que je trouve ça drôle. Là. OK. Mais moi, c'est quand même. Moi, je fais juste dire. IP Mizuhara va passer plus de temps en prison que le prochain contrat d'Alex Bregman. Mais je l'ai vu, c'est aussi. IP Mizuhara a eu un contrat de 5 ans avant Alex Bregman, puis ça m'a vraiment fait rire. Pour vrai, les Astros, là, faites quelque chose. Allez leur signer. Je sais que vous êtes allé chercher Isaac Paredes, mais allez signer Alex Bregman, qu'on en finisse. Je suis tanné. C'est drôle, hein? Les Blue Jays, finalement, on a réussi à... Vous me direz ce que vous en pensez, mais à défaut d'avoir rien calissé pendant les dernières années de ce club-là, de cette édition du club-là, finalement, on est allé faire quelques transactions, puis là, sur un tout petit contrat d'1 an, d'aller chercher Max Scherzer au monticule. Les gars, mettons que à la signature des dernières, à la lumière des dernières signatures des Blue Jays de Toronto, est-ce qu'on peut dire qu'il joue le tout pour le tout avec Max Scherzer? Man. Si tu joues le tout pour le tout avec un Max Scherzer qui approche 40 ans, même si je me demande, il l'a-tu déjà? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il l'a déjà, 41. Ouais. T'es vraiment dans la merde. Moi, je fais juste dire abandonne tout de suite. Mais écoute, Max Scherzer, oui, il a ralenti, mais il n'a jamais vraiment connu de mauvaise saison. C'est vrai. Non, c'est ça l'affaire. Ces saisons sont très courtes. Ces saisons sont, il va te mentir, 10 matchs. Puis on espère que ses problèmes de santé sont derrière lui, puis on espère que ça va devenir une arme pour les Jays et tout, parce que cette division-là est relevée. Là, les Yankees, les Orioles, les Rays, les Red Sox. C'est 4 autres bonnes équipes. Mais sérieusement, Max Scherzer, c'est correct. C'est une option qui amène. On avait besoin d'un autre partant à Toronto. Mais mon Dieu, c'est ça ton plan. Là. Moi, je pense qu'il y a un monde dans lequel ce contrat-là se fait échanger à date limite si les Jays sont pas bons. Je pense que c'est vraiment pas. Il va probablement arriver. Il va probablement être échangé, mais tu sais, la grosse affaire avec ça, c'est que ça concorde pas mal avec probablement la fin de Vladimir Guerrero et Bo Bichette. Puis ils se disaient, bon, finalement, on parlait de tirer la plug tantôt. Tirer la plug sur ce plan-là. Ah, mais attends, Vlad, dans le fond, Vlad a donné comme une date limite le 18 février. C'est la date limite pour qu'il négocie un contrat à long terme. Et la saison morte des Jays dépend de ça. Si on est capable de signer Vlad, tout ce qui s'est passé, on va tout oublier. On va tout oublier, les échecs Ohtani, Soto, Sasaki. On va tous les oublier si on est capable de signer Vlad à long terme. Mais il faut le faire. Puis c'est le temps. Ils ont été capables de rien faire avec Guerrero. C'est ça le problème. C'est ça qui est. Est-ce que tu vas réussir à le convaincre de rester quand tu as eu autant de difficultés à signer du monde? Tu sais, oui, tu as eu Anthony Santander, Max Scherzer. OK, c'est cool, mais est-ce que tu es capable de dire à Vlad que ces gars-là vont être là pour t'aider à gagner dans 3, 4, 5 ans? C'est là mon point. Peut-être Santander. C'est là mon point, c'est que même si ils ont mis all-in, mais ils ont mis all-in avec les jetons de plus petite valeur possible. Ouais. Puis peut-être qu'on n'a pas été capable d'aller chercher les gros jetons. C'est des gars comme ça. On s'est fait. Toronto s'est fait niaiser. Notamment Pete Alonso. Qui. Mais je suis pas sûr. Moi, dans ma tête, Pete Alonso, je ne croyais pas à Toronto. En même temps, regarde, moi je crois plus à rien. Moi je crois plus à rien pour les Blue Jays. C'est terminé. L'affaire avec Pete Alonso, par exemple, c'est que ça aurait fait un drôle de fit à Toronto parce que les deux, c'est des joueurs de premier but. Fait que là, t'en aurais un frappeur désigné. Vlad au troisième coussin. Ouais, mais tu veux-tu vraiment renvoyer Vlad au troisième sur une base régulière? Tu sais, de temps en temps, peut-être, là, mais tu veux vraiment que Vlad soit ton troisième but du futur? Tu sais, si tu veux pas, idéalement, t'aimerais mieux pas. Fait que là, t'aurais genre quoi? Vlad au premier, puis Alonso frappeur désigné. Tu sais, t'as barré ton poste de frappeur désigné pour... Alonso, à long terme, aurait signé probablement pour un 4, 5, 6 ans.
Veux-tu vraiment te barrer? Tu sais, demande aux Yankees en ce moment s'ils sont contents d'avoir ce poste-là qui est barré avec Giancarlo Stanton. Non, tu veux pas. Tu veux idéalement te garder pour des gars qui vont vieillir et tout. George Springer, éventuellement, va devoir devenir un frappeur désigné. Il n'aura plus les jambes pour être un voltigeur. Tu sais, il est déjà plus capable de jouer dans le centre. Mais en fait, il serait probablement capable, mais on va voir la chose, c'est est déjà moins capable qu'il a déjà été, puis éventuellement, va probablement devenir un frappeur désigné à temps plein. Fait que là, veux pas, il va falloir à un moment donné que tu peux pas te bloquer ton poste de frappeur désigné aussi longtemps. Est-ce que vraiment le plan c'est de renvoyer Vlad au troisième? Est-ce que Vlad voulait retourner au troisième? Je sais pas. Mais il y avait un fit qui était bizarre, qui était viable. Surtout est-ce qu'on voulait essayer de convaincre Vlad de signer, de garder les cadres d'aller chercher du monde, mais le fit était particulier quand même. Mais avec Alonso qui est signé avec les Mets, qui revient avec les Mets, est-ce que les Mets sont la meilleure opposition pour les Dodgers pour la prochaine saison? Oui. La rotation, elle me fait trop peur, man. Je sais que l'année passée, on a réussi à s'en sortir avec des Sean Manaea, des Luis Severino et tout, mais là, t'as Clay Holmes dans ta rotation. Clay Holmes, que dans la fois qu'on l'a vu, était un releveur pour les Yankees. Puis, gars, ça a bien marché. T'sais, Michael King a fait de la transition et est devenu un lanceur immédiatement, mais je trouve que l'année passée, les Mets ont été très dépendants de ce retour, cette saison-là miraculeuse de tous les partants, les Manaea, Severino et tout. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher la magie une deuxième année? Peut-être qu'on est capable, mais c'est de mettre beaucoup de poids sur une rotation qui, oui, Kodai Senga va être là, ça va beaucoup améliorer les choses, mais la rotation, elle me fait peur. J'ai Francisco Lindor, Juan Soto, Pete Alonso. Ça va boire n'importe quoi. C'est ça. Oui. Mais tu sais, je vais prendre l'exemple des Yankees l'année passée. Tu sais, tu avais Soto, Judge puis Stanton. Puis j'aime mieux le trio des Mets que, tu sais, Stanton est quand même le moins bon des 6, là. Mais j'aime mieux le trio des Mets, sauf que les Yankees avaient Garrett Cole, avec Carlos Rodon, avec Clark Schmidt, avait une solide rotation, puis il y avait d'autres gars aussi autour de ça. On parle quand même de légende de la Série mondiale, Aaron Judge. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est étonnant que ce soit pas toi qui l'as fait. Pour vrai, je suis étonné. Normalement, tu l'aurais fait plus vite que ça. Là, tu as laissé Mio la faire plus vite que toi, puis je suis un peu déçu. Je me suis dit, bon, on va revenir, tu sais. Hey, la trentaine, ça te fait pas. T'as perdu ton mordant. T'as perdu ton mordant dans la trentaine, Pop. T'as perdu ta fastball. Pop. Écoute, j'étais un mauvais lancer, puis j'ai un Tommy John qui s'en vient bientôt. J'ai un Tommy John qui s'en vient, mais je me garde encore la carte surprise de Nolan Arenado qui pourrait s'en aller aux Red Sox. Ah ouais, ça se peut. Peut-être. Hey les gars, est-ce qu'on est en train de vivre notre avant-dernière saison de baseball spéciale qui s'en vient? Parce que décembre 2026 approche à grands pas, qui va être la négociation le prochain contrat de travail, le CBA? Oui, exactement. Pour ne pas dire en anglais le Collective Bargaining Agreement, l'entente de travail. Le commissaire Manfred, qui là, est pleinement conscient qu'il y a des partisans de d'autres clubs qui ne sont pas très contents par rapport à la situation du cap salarial et pointe notamment, mais surtout, toute la bullshit de restructuration salariale et surtout d'argent total qui sont donnés à des joueurs du côté des Dodgers de Los Angeles. Est-ce que vous croyez à un possible lockout? Oui. Honnêtement, je serais surpris qu'il n'y ait pas de lockout. Je suis rendu là. Puis le baseball, on l'a vu il y a quelques années. C'est ça, des lockouts dans le baseball, c'est ça. Ah, c'est tout le temps. Puis ça arrive. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps. On s'en approche tout le temps. Des fois, on dirait qu'il y a la dernière minute, mais les négociations de conventions collectives au baseball sont toujours très compliquées. La NFL, ça arrive presque jamais. Là, puis la NBA, c'est arrivé une ou deux fois. Je pense qu'on a des problèmes. Puis sinon, c'est assez rare. Le baseball, on l'a vu la saison de 80, c'était 81, je pense aussi. 94, je pense que les fans des Expos se souviennent très bien de cette année-là, malheureusement. Puis il y a quelques années aussi, on l'avait vu avec c'était 2021, je pense, la première année post-COVID ou 2022. En tout cas, une de ces deux années-là. Là. Le lockout ça s'est réglé juste avant la saison 2022. OK, c'est ça. Fait que c'est hiver 2021, juste avant 2022. Fait que c'est ça. Fait que ça arrive plus souvent au baseball. Puis là, la question, c'est est-ce que Rob Manfred va encore être là en 2026? Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que c'est avec lui qu'on va négocier? Si oui, est-ce qu'on va essayer de pousser un plafond salarial? Je pense qu'il y a un monde dans lequel on perd peut-être
plusieurs mois de baseball parce que le plafond salarial, ça va faire réagir. C'est ça. Les joueurs ne voudront rien savoir d'un plafond salarial. Il y a ça parce que. Puis je pense même que tout dépendant de comment tu opères ça, ça va être différencié parce que est-ce que tu vas avec un cap salarial comme la NBA qui est un petit peu fictif, mais t'imposes une taxe pour les équipes? Voilà, tu verras que les Dodgers n'auront rien à chier du cap salarial dans ce cas-ci. Puis, au diable les dépenses, au diable la taxe de luxe, on va dépenser quand même. Warriors de Golden State, ils ont vécu, ils vont mourir par la taxe de luxe. Absolument. Ils n'ont rien à chier. Ou est-ce que tu vas, avec ce qu'on connaît en NHL, puis tu vas avec quelque chose d'un peu plus strict? Ou tu y vas par le bas, t'imposes un plancher. Ou ça, les joueurs vont vouloir, les équipes ne voudront pas rien savoir. Ah ben là, tu parles pour moi quelque chose que les deux clans vont être c'est ça, je te dis. Moi, je pense que ça va être un lockout. Ça va être la question du lockout. Il y a quelques années, c'était le repêcheur international qui faisait ça. Puis il y avait c'était quoi l'autre affaire qui était problématique en 2022? En tout cas, il y avait le repêchage international, puis il y avait autre chose. On avait fait des concessions. C'était la taxe de luxe. On essayait de modifier les paliers de taxe de luxe. Puis là, si tu mets un plancher, les équipes voudront. Demande aux propriétaires des Pirates qu'il n'y a pas signé un joueur autonome pour plus d'un an depuis 2016. 2016, ça fait bientôt 10 ans de ça. Demande-y s'il veut mettre un plancher salarial qui va le forcer à dépenser. Non, ça n'arrivera pas. Là, on met de la pression sur les Aces pour qu'ils dépensent, pour pas que ça a l'air complètement ridicule de les voir à Sacramento. Mais les Marlins non plus font rien. Les Marlins ne signent personne. Les White Sox. Les White Sox. En même temps, qui veut signer avec les White Sox aussi, là, mais c'est ça l'affaire, c'est que tu crées ce. Des fois, j'ai l'impression qu'on se neutralise nous-mêmes en tant qu'équipe. Tu deviens mauvais, fait que tu ne sais plus personne, fait que tu signes pas personne, fait que tu deviens encore plus mauvais, puis c'est comme une roue sans fond, tu n'es pas capable de sortir de là. Puis il va toujours avoir les Dodgers, les Yankees vont toujours être bons, puis il va toujours avoir, les Marlins partent avec 2 prises pas mal, là, mais c'est sûr qu'on pourrait essayer d'égaler le terrain de jeu, mais d'un côté comme de l'autre, ça va chialer. C'est aussi simple que ça va chialer. D'ici le temps qu'on en reparle, vous parlez d'imposition. Moi, je parle d'une implosion. C'est ce qui risque d'arriver au baseball à ce moment-là. Hey, salut toi qui écoutes. T'as probablement vu notre concours passer sur les réseaux sociaux dans la dernière semaine, comme quoi tu pouvais gagner ton chandail. On a dit qu'il allait avoir un petit code spécial si tu écoutais cet épisode. Le voici. Si tu écoutes cet épisode et que tu as envie de savoir le code promo, c'est Hurts, comme le corps arrière MVP du Super Bowl des Eagles de Philadelphie. Alors, tu as juste à venir nous envoyer un petit message texte via Instagram ou Messenger Hurts pour avoir une chance supplémentaire de gagner ton chandail. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, juste avant qu'on se quitte pour la semaine, juste faire quand même un retour avec le quiz du joueur de la semaine. Alors, le joueur de la semaine est un secondaire âgé de 28 ans qui porte le numéro 53 pour les Eagles de Philadelphie. Félix? Zach Bond, qu'on a vu au Super Bowl hier et qui a été parmi les nominés pour le titre de joueur défensif de l'année dans la NFL, ne l'a pas gagné. Le titre est allé à Patrick Surtain finalement, mais un gars qui a connu qui a vraiment relancé sa carrière dans une défense de Vic Fangio avec les Eagles. Puis on l'a vu hier au Super Bowl, tout un joueur de football. Et finalement, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition de La Triple Menace. On vous remercie en grand nombre d'avoir passé la dernière heure des poussières avec nous pour nous entendre parler de ce Super Bowl et bien sûr tout ce qui se passe dans la NBA et tout ça. Si vous êtes nouveau, bienvenue. J'espère que vous avez apprécié votre première expérience à La Triple Menace. On vous remercie d'avoir participé en grand nombre à notre concours. Juste dire que La Triple Menace publie toutes ses émissions le dimanche soir, ce qui veut dire qu'en ce 10 février, c'est un horaire un petit peu irrégulier, mais on reprend la routine le 16 février prochain, alors qu'on va parler de tout et rien dans le monde du sport. On mais vous invite... pas de football jusqu'à non, ça va être terminé, à moins que...
moins qu'on annonce quelque chose d'important. Mais d'ici là, on vous invite à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment via la page des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace et ciao, ciao!